semble s'installer clairement sur la longueur. Complètement, surtout que par rapport à notre pays, nous, on va avoir des répercussions économiques, migratoires et sécuritaires qui sont très fortes. Moi, je pense que la junte se permet toutes les outrances. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses récemment et RFI les a bien documentées, beaucoup de choses qui sont anti-françaises. Ils se permettent ce type de choses parce qu'ils savent que ça sera très compliqué de les déloger. Moi, je vois que trois possibilités pour pouvoir déloger une telle junte. La première, ça serait les voies diplomatiques, et ça fonctionnera probablement pas parce que la junte ne raisonne pas comme nous, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont prêts à tout et ils savent que dans ce type de pays, lorsqu'il y a un putsch et que les personnes quittent le pouvoir après un putsch, il y a rarement des amnisties qui sont respectées, etc. Donc ils savent que de toute façon, ils iront jusqu'au bout. Le deuxième moyen de les déloger, ça serait de faire des sanctions économiques. Il a déjà fait la CEDEAO, ce que les pays européens occidentaux peuvent faire, mais pour autant, est-ce que ça va véritablement affaiblir l'économie du Niger, sachant que l'Occident ne domine plus l'économie mondiale tel que ça pouvait être le cas dans les années 80-90, et donc le Niger pourrait avoir d'autres partenaires économiques. Je pense à quelques pays comme le Mali qui sont alliés, mais aussi à la Chine, à la Russie, etc. Et la troisième manière, ça serait une intervention militaire de la CEDEAO, mais là-dessus, moi, je lui vois probablement un échec annoncé parce que, comme vous l'avez rappelé, elle est très dure à mettre en place dans un premier temps. Et puis surtout, ce que nous montrent les derniers exemples, que ce soit l'exemple syrien, l'exemple ukrainien même, c'est qu'il est très compliqué de pouvoir envahir des pays qui sont quand même assez grands. Le Niger, c'est quand même 25 millions de personnes. Dans une région où vous avez une prolifération d'armes qui permet en fait aux putschistes de pouvoir avoir un réservoir d'armes et de mercenaires qui permettront de contrecarrer une intervention militaire. Et en plus de ça, vous avez un autre point géostratégique qui rend l'intervention compliquée, c'est que les forces diplomatiques peuvent s'annuler puisque l'Algérie est contre une intervention, donc l'Algérie qui est au nord du Niger. Vous avez aussi un certain nombre de pays comme le Mali, le Burkina Faso qui sont aussi contre une intervention et qui pourraient se rallier au Niger. Et donc le Niger, la junte a des soutiens, il sera très difficile de les déloger militairement. Pour l'instant, c'est plutôt une impasse vers laquelle on s'annonce. Didier, commercial qui est quand même très déficitaire. Mathieu Hoc. Oui, je rejoins ce qui a été dit. La France en Afrique s'est faite, entre guillemets, remplacer d'un point de vue militaire et sécuritaire par la Russie progressivement depuis le tournant des années 2015, notamment avec Wagner, mais pas que, en réalité, par l'armée russe. Et sur le point de vue économique, par la Chine, puisque notre niveau d'investissement direct dans les pays africains est stable, tandis que celui des Chinois a quasiment quadruplé depuis 2010. Donc ça opère un virage qui est assez fort de la part des Chinois que nous n'avons pas su répondre pour des raisons effectivement politiques et de sentiments un peu anticoloniales, mais je pense que c'est aussi lié à tout simplement une stratégie économique française qui n'est plus tout à fait lisible en matière de développement à l'international, où on ne sait plus si on veut aller conquérir les marchés, enfin garder nos parts de marché dans les pays africains, si on veut conquérir la zone Indo-Pacifique, tout en sachant que l'économie mondiale s'est déplacée de l'Atlantique Nord vers la zone Indo-Pacifique. Donc, est-ce qu'on veut plutôt aller vers l'Asie? Est-ce qu'on veut plutôt aussi éventuellement rester proche des pays européens? Donc, il y a un certain nombre de sujets qui font qu'on est plus lisible en matière de géostratégie. Harold, pourquoi la décision, je rejoins ce qui a été dit, la décision est rassurante. Il faut bien aussi rappeler que ce genre de procédures sont normales. C'est normal que la police soit contrôlée, mais il faut aussi le dire avec force, c'est que la police fait partie, les policiers sont un des métiers, un des corps de l'État qui est le plus contrôlé par son administration. J'en veux pour preuve un chiffre qui est que 3 fois par jour, il y a une enquête de l'IGPN sur un policier. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les policiers, donc on peut se féliciter que cette décision a été prise. Allez, les dépenses d'éducation des parents dans la gestion du budget des jeunes. Vous en pensez quoi, Mathieu Hoc? Vous êtes très jeune, vous. Je suis concerné, effectivement. Vous êtes concerné, évidemment, par ce sujet. Est-ce que vos parents vous ont éduqué, justement, sur la gestion des dépenses, du budget du quotidien? Éduquer au sens donner des cours, enfin voilà, non. Mais en effet, par contre, on apprend surtout par mimétisme. Et quand on a des parents qui, c'est mon cas, plutôt un budget modeste et se conserve un peu l'argent, épargne beaucoup, ça incite, quand on est jeune, à vouloir épargner beaucoup d'argent au maximum de ses moyens et donc à évidemment limiter un certain nombre de dépenses, que ce soit sur les sujets alimentaires, sur les sujets non essentiels aussi, vacances et d'autres restauration, etc., dont on se prive un petit peu au début de sa carrière. Ce que vous dites, je pense que le marqueur principal de la relation entre un jeune et l'argent, c'est est-ce qu'il a soit commencé à travailler tôt, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler à partir de 16 ans, voire 18 ans, voire un petit peu après. Et pour ceux qui ont fait des études, que ce soit, peu importe la filière d'ailleurs,
pour ceux qui ont justement travaillé soit pendant leurs études, au McDo, enfin, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais McDo, Quick, Burger King, etc., ou éventuellement en tant que saisonnier dans la restauration. Moi, j'ai travaillé par exemple dans une usine de métallurgie en intérim. Voilà, c'est des choses que beaucoup de jeunes font aussi, et c'est ce qui vous donne, en fait, qui crée un lien entre la valeur travail et la valeur argent, et ce qui ensuite après vous permet de dire l'argent des parents n'est pas illimité, donc le mien ne le sera pas non plus, et donc je vais faire attention par rapport à mon budget. Allez, l'argent toujours, dans un instant avec... La question des maternités, c'est la question de la compétence en fait, justement parce que vous l'avez très bien dit, en dessous d'un certain nombre d'accouchements par année, on arrive à des problématiques de difficultés en matière de sécurité pour les femmes et pour les nouveau-nés. Et là-dessus, il faut absolument travailler dessus. La question d'Ancenis, on était à 600 accouchements par an, donc ça fait 2 accouchements par jour. C'est respectable, mais ça peut déjà poser quelques problèmes. Pour moi, je pense que la piste à étudier, elle vient d'Allemagne, peut être intéressante. C'est la question de comment vous répartissez les flux. Et donc, ça suppose une stratégie à l'hôpital qui soit repensée en matière de répartition et de distribution des flux pour que vous puissiez avoir justement des maternités de proximité qui puissent accueillir dans des bonnes conditions et avec un niveau d'accouchement par année qui soit suffisant pour ne pas avoir de risques, et aussi que vous puissiez avoir des pôles, on va dire, d'excellence, les CHU, etc., qui vous permettent de faire aussi du volume. Impacté par la hausse des prix de ces logements et des hôtels, Mathieu. Complètement. Et en fait, normalement, on pourrait être plutôt convaincu, on pourrait plutôt être positif vis-à-vis d'une augmentation, parce que c'est synonyme d'attractivité des grandes métropoles. En plus, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça permet de générer des revenus supplémentaires aux collectivités territoriales et aux municipalités via les taxes de séjour, etc. Et ce qui permet en fait de renflouer les caisses de certaines municipalités dont on sait que certaines d'entre elles sont en difficulté financière. Je pense à la ville de Paris, qui a quand même 8 milliards d'euros d'endettement. C'est quand même l'équivalent du budget du ministère de la Justice quasiment. Donc c'est quand même important. Donc normalement, ça devrait être plutôt positif. Ça encourage ces dynamiques, etc. Moi, le problème que je vois, c'est que ces augmentations-là, elles se font au détriment des Parisiens, des Bordelais, des Lyonnais, des Marseillais, etc., de toutes les personnes qui vivent dans ces villes-là. J'ai envie même de vous dire, allons-nous vers des Jeux Olympiques sans Parisiens, sans Bordelais, sans Marseillais, quand on voit tous ces Parisiens qui mettent leur logement en location, qui nous disent qu'ils n'ont pas du tout envie de dépenser autant pour assister aux épreuves et qui préfèrent quitter la capitale et louer leur logement. Donc on est loin finalement de la fête populaire qui était affichée lorsqu'on a annoncé que les Jeux Olympiques allaient arriver à Paris. C'est ça, exactement. Ces Jeux Olympiques-là ne seront pas populaires et ne permettront pas au peuple français de pouvoir communier avec nos sportifs sur l'ensemble des épreuves, parce que les épreuves sont trop chères et parce qu'il y a cette problématique du logement. Et là-dessus, sur le logement, les pouvoirs publics pourraient faire des efforts, etc., pour pouvoir laisser la possibilité aux Parisiens de pouvoir vivre certaines épreuves, de pouvoir garder leur logement, parce qu'aujourd'hui, quand on se dit qu'on est capable, en louant son appartement 1 mois, on est capable de payer 3, 4, 5 mois de loyer, le choix est vite fait, et on comprend effectivement l'ensemble des ménages français qui subissent l'inflation, qui subissent aussi le renchérissement du coût de la vie, qui se disent j'ai plutôt intérêt à effectuer ce type de transaction au détriment du plaisir des Jeux Olympiques. C'est assez fou, hein. On a des annonces. Guerre médico-sociale pour le handicap est insuffisamment dotée. On sait que c'est beaucoup de femmes d'ailleurs qui travaillent dans ce type d'association et qui consacrent énormément de temps avec vraiment très peu de moyens et très peu, on va dire, de possibilités pour pouvoir donner de la joie aux personnes, et puis aussi pouvoir répondre à leurs souffrances, tout en sachant qu'on a perdu, sur la filière santé mentale, on a perdu 70 000 lits dans les capacités hospitalières entre 1970 et aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet de moyens. Après, il y a un autre sujet qui est quand même lié aux normes sécuritaires. Moi, je pense que le point qui m'a frappé, c'est que l'établissement était en surcapacité. C'est-à-dire en tout cas, ça sera confirmé, mais qu'il était au-delà de la limite, au-delà de 20 personnes, alors que le contrat avait été signé pour 16 personnes. Tout en sachant que quand j'ai regardé un petit peu les normes de sécurité pour les établissements qui accueillent du public, quand vous êtes un établissement qui accueille du public, notamment en situation de handicap, la limite en fait que vous devez avoir pour pouvoir avoir un service de sécurité incendie interne et opérationnel dans votre établissement, c'est 20 personnes, 20 patients, ou 20 résidents. Donc ça veut dire que l'établissement était, entre guillemets, en dehors des règles par rapport au fait qu'il accueillait déjà 28 patients au lieu des 16 qu'il avait annoncé.